Stop. Action. You can't get the rest of your material, got your money. You ain't nothing but your money grabber, searching for the prey. You ain't nothing but your money grabber, searching for your prey. You can't get the rest of your material, got your money. You ain't nothing but your money grabber, searching for the prey. You ain't nothing but your money grabber, searching for your prey. You can't get the rest of your material, got your money. Faire le film Rascal, ça correspond à un vieux fantasme qui était vraiment enfoui depuis très longtemps et ce fantasme a ressurgi de manière un petit peu inopinée quand j'ai découvert un bouquin qui s'appelait Vikings et Panthères, qui est un bouquin de photos fait par Gilles Cohen qui a photographié les bandes de jeunes au début des années 80, qui était très justement dans le look 50s, revival américain. C'était des bandes de jeunes qui écoutaient du rock, qui buvaient de la bière, qui se battaient et qui baisaient, quoi. Ils faisaient les 3B comme on dit, bière, baisse, baston. Les Panthers se déplacent en métro ou dans les voitures américaines de quelques copains blancs, amateurs eux aussi de rock'n'roll 50, qu'ils retrouvent à République ou à la Concorde. En boîte, les Panthers sont toujours les plus résistants des danseurs. Ce lien fort qu'il y a entre amis, je pense que c'est le même lien qu'il y a dans les bandes. Et c'est un truc pour moi qui est très important. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père il me disait « Ouais, tes amis, c'est pas ta famille ». Et dans ma tête, je me disais toujours « Si, en fait, c'est une famille que tu choisis, quoi ». Ce sont à la fois des blancs pure souche, issus des banlieues, des classes moyennes, de Paris et de la banlieue parisienne. Il y a la France beurre, et en fait ces jeunes Algériens, Algériennes, Marocains, issus de la, comme on le disait, de la deuxième génération, c'est-à-dire des parents d'immigrés venus dans les années 60 pour remplir les usines à Flins et ailleurs, etc., entassés dans des bidonvilles à Nanterre. T'étais un petit black, tu viens d'un quartier, ou t'étais un petit rebeu, tu viens d'un quartier où t'étais tout ce que tu veux, même à l'époque. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas mentir, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, on était tous entre nous, il y avait des Portugais, il y avait des Juifs, il y avait des rebeux, et tout le monde marchait ensemble. Ça n'existait même pas. Donc, ouais, toi t'es un Juif, toi t'es un Arabe, ça n'existait pas. Et puis il y avait cette France black qui était la France issue des colonies. Ces enfants venus de la Martinique, venus de la Guadeloupe, quelques Africains aussi, qui essayaient aussi d'exister à travers une vision encore très très raciste, colonialiste et post-colonialiste française. Tu te dis juste un truc, c'est que les gens ils ont juste oublié. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est dans son truc, ouais, moi. Mais à l'ancienne, on traînait tous ensemble. Parce qu'on était dans ce truc de minorité, tu vois. Et tout le monde traînait ensemble. Moi, je me souviens que quand nous on était jeunes, tu marchais pas à Paris comme je vois tout le monde aujourd'hui, se la pète, tout le monde machin. Alors qu'à l'époque, mon frère, marcher dans Paris, c'était risqué. Il y a une violence, on va dire, plus ce qu'on appelle un peu plus viriliste. On veut prouver qu'on est un mec plus par rapport à l'autre. Donc c'est plus de l'ordre un peu de la chamaillerie, les mecs se bastonnent, 2-3 coups de poing et c'est fini, on se pousse, quoi.
puis après, tu as la violence des bonheads. Elle est radicale, elle est politisée, elle est orientée, et c'est une violence. Eux, ils vont à la guerre, quoi. C'est une violence pour faire mal, pour tuer. Or, à l'époque, les skinheads faisaient peur aux gens, quoi. Vraiment. C'est un espèce de croque-mitaine. Si tu les croisais, t'étais mort. Que tu sois un grand costaud ou pas, quoi. S'ils ont pu à un moment donné contrôler la rue de Paris, c'est qu'il y avait une violence qui surclassait la violence des autres à un moment donné. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Ils s'entraînent, disent-ils, à la guérilla urbaine dans ce tunnel désaffecté de la petite ceinture de Paris. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je connais cette période, parce que déjà j'étais petit et puis j'ai des grands frères, et puis on a connu ça. Mais c'est vrai que moi, je fais quand même du cinéma depuis plus de 25 ans. Et on n'a jamais exploité ce sujet-là. Donc moi, quand il m'a parlé vraiment des requins vicieux, des Black Panthers, Black Mamba, Skinhead, machin bidule, ça me parlait. Mais c'est vrai que à la fois oui, à la fois non, parce qu'on n'en avait jamais vraiment reparlé. C'est un sujet, il n'y a pas vraiment de documentaire à ce sujet-là. Bon, je sais qu'il y en a un ou deux qui sont apparus là récemment. Mais moi, quand j'en parle, ne serait-ce qu'à mes enfants ou... Ils me croient pas en fait, enfin, ils se disent mais comment ça, il y avait des guerres de je sais pas quoi ou... Non, franchement. Je savais qu'il y avait eu des skins, des redskins, les trucs des blousons tournés, les chasseurs de skins et tout ça, Châtelet, mais je connaissais pas très bien non plus le sujet. Et donc c'est vraiment quand j'ai su que j'allais faire le film que je me suis renseignée, j'ai regardé plein d'archives des années 84-85, la musique, les discours politiques. Il y a deux sortes de skins. Les redskins, les skins rouges, qui se réclament de l'extrême gauche, et les membres du clan, qui se disent néo-nazis. Chaque groupe tient à sa différence. La création des bandes, c'était pour se battre contre les skins. Parce que c'est ça la base des bandes, du tout début. Quand on était petits, les mecs ils faisaient quelque part, ils protégeaient les gens. Il y a tout de suite eu un truc très amical. Et ça, dès le casting, j'ai trouvé. Il y a tout de suite eu... je pense que le projet était tellement excitant pour tous. Dès le casting, on se disait putain, ce serait vraiment trop cool de faire ça ensemble. Et effectivement, quand on s'est retrouvés sur le plateau, puis Jimmy a bien fait les choses puisqu'il nous a logés au même endroit. Et il a fait en sorte donc qu'on puisse tisser des liens au-delà de simplement jouer nos scènes. Et forcément, c'est quelque chose, enfin j'espère qui transparaît à l'écran. C'est de voir que on squattait ensemble, quoi, tu vois. Et moins de muscles, mais plus de cerveau. Ce qui compte, c'est les muscles aujourd'hui. Aujourd'hui, pour cette scène, c'est les muscles qui comptent, les gars. Hein? C'est la belle guerre. C'est la belle guerre. Tu montes les gens les uns contre les autres, hein. T'inquiète, on est ensemble. C'est mon rêve. On se connaît depuis avec Rico. En plus. Ah non, en plus, blague à part, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Très longtemps. Harry, t'étais mon pote d'enfance. 3-4 ans. 3-4 pas le ouf. Fais pas Calme Watt. Je l'ai hébergé, t'as vu comment il me remercie? Non, c'est dans son 9 mètres carrés, à part un tout pourri. Il n'y avait même pas de chiottes dans son appart. Les chiottes, ils étaient au rez-de-chaussée, on était au 5e étage et on s'est dit, je te jure, vraiment c'est véridique. On était sur le point de dormir et là t'as Missoum qui me fait frérot, c'est sûr un jour on va tourner ensemble. Et regarde aujourd'hui ce qui arrive. On tourne ensemble, on est en tenue de rascal. C'est trop. C'est le destin, c'est le destin. C'est comme une nouvelle famille que j'apprends à connaître pendant le tournage. Ça fait peu de temps qu'on se connaît, ça fait même pas un mois, ou presque. Quand des fois je suis content d'être avec eux, ou même juste traîner avec eux, mais sans rien dire, juste être assis avec eux. En fait, c'est des gens intéressants. Ils sont naturels, ils se forcent pas à faire passer une image d'eux, ou ils restent naturels. Justement, c'est ça qui est bien avec eux. C'est une vraie bande de potes. Même si on n'a pas tous le même âge, mais ça, c'est pas vraiment important. C'est comment on se sent entre nous. Et ouais, pour l'instant, moi, je sens qu'on est tous à l'écoute de l'un et de l'autre. S'il y en a un qui va pas bien, on va aller vers lui, on va le consoler, on va lui parler, En fait, on est tous là, l'un pour l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et ouais, franchement, je kiffe. C'est une vraie bande que j'ai. Ah bah nous, on parlait de toi. Pourquoi tu bouffes? Tu peux pas bouffer ça tout le temps. Tout à l'heure, il nous explique qu'il veut... Il nous explique qu'il veut se mettre à la salle de sport. Et là, on le voit à quoi? À 2h du mat, chips
allégé moins 30%, ça t'as le droit. Qu'est-ce que tu fais avec ça toi? Jimmy, c'est vraiment quelqu'un d'humain qui a charbonné, qui a trimé pour que Rascal se fasse. Et sur le tournage, ça se passe bien, c'est fluide. Et tu vois, c'est pas le genre de réalisateur qui va te parler, qui va te dire 150 mots pour au final comprendre juste une intention. Tout le long du tournage, il a été hyper important parce qu'il nous a tous mis en confiance. Parce que c'est quand même, quand je prends un petit peu de recul, c'est quand même pas rien du jour au lendemain te dire un truc que t'as attendu des années, tu vois, en tant qu'aspirant acteur. De te dire, ça y est, là, t'as ta part du gâteau et faut que t'assures, tu vois. Voilà, là, j'ai un peu de filmer, voilà. Voilà, plus tu lèves là-haut, là, plus c'est bon. Et la dernière, tu prends vraiment ton temps. Ouais. Ah ouais. Bam. Le premier outil de travail d'un comédien, c'est sa sensibilité. Et il faut qu'il ait la capacité de se mettre à nu devant la caméra. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il s'oublie, quoi. Alors c'est facile de dire ça comme ça, il faut s'oublier devant la caméra, mais finalement c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même, derrière la caméra, il y a toute une équipe, il y a genre une trentaine de personnes qui te regardent pendant que tu joues. Et quand par exemple, je sais pas, on te demande de pleurer ou de rentrer en colère, alors que 2 secondes avant tu rigolais, c'est pas forcément simple. Et enfin, c'est pas donné à tout le monde parce qu'en fait il faut avoir la capacité justement de faire de s'abandonner, quoi. Et pour s'abandonner, faut se sentir en confiance. C'est ça que tu as envie de lui dire, mais tu peux pas lui dire. Non, mais tu veux pas lui dire. Mais en fait, dans ce geste-là, bon, il faut que le geste il soit vraiment, mais tu vois, genre on sent que là c'est, là tu allais trop loin. Arrête. Faut qu'on sente ça dans le geste-là. Jimmy, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, qui tient les rênes avec une force et en même temps une confiance et qui fait. Son credo, c'est le faire. Je peux vous dire un petit croustille, c'est qu'il écrit Don't try sur son bras. Et c'est qu'il fait, il est dans l'optique du faire. Si tu veux que quelqu'un soit en colère, tu peux pas dire joue la colère. Ça marche pas, ça. Il faut trouver un moyen de l'amener lui dans un moment, dans une émotion de colère qui soit réelle, parce que la caméra, encore une fois, hein, tu peux pas mentir à la caméra. Tu peux jouer la colère, mais ça sent que tu joues la colère. Il faut ressentir la colère. Pareil, il faut ressentir la tristesse. Et pour ressentir la colère, la tristesse, des fois, il faut savoir juste trouver les mots justes qui vont permettre au comédien de ressentir physiquement cette colère ou cette tristesse. Et ça, c'est mon travail. Après, il faut beaucoup discuter avec les comédiens aussi, leur apporter la matière de réflexion sur leur personnage. Je sais que pour chaque comédien, j'aurais renvoyé une évolution émotionnelle de leur personnage dans le film. Comme ça, ils avaient ce truc-là, ce document écrit où ils ont pu se dire, ok, à tel moment du film, je suis dans tel état d'esprit. À tel moment du film, je suis dans tel état d'esprit. C'est un peu compliqué à expliquer, je sais pas comment le formuler, tu vois, mais c'était un petit peu comme... c'était comme si ce rôle avait été écrit pour moi, tu vois ce que je veux dire? Déjà, je pense d'avoir un rôle d'asiatique qui... en même temps répond à certains clichés comme les arts martiaux, comme le respect des aînés, tout ça. Mais en même temps, il sort des clichés parce que il écoute pas ses parents, tu vois. C'est un gangster un peu, tu vois. Il drague des meufs, tu vois ce que je veux dire. Il a confiance en lui, il a un certain charisme qui n'a pas été vu encore. Enfin, la seule personne que j'ai en tête, c'est Bruce Lee, tu vois. Et donc... quand j'ai vu ce rôle-là, honnêtement, je me suis pas dit c'est pour moi au début. Je me suis dit, putain, le mec qui a écrit ça, il est très très chaud. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un sens et que ce personnage méritait d'exister. Et franchement, je suis fier d'avoir pu donner vie à Sovan.
Déjà, je sais déjà maintenant que je vais jamais, évidemment jamais oublier cette relation de travail. Comme le film aussi d'ailleurs, parce que justement c'est mon tout premier film. Et c'est un film si particulier pour nous tous. Et c'est vraiment un groupe très soudé et c'était très cool de travailler avec eux. On s'est tous motivés. Ouais, on a vraiment fait ce voyage ensemble et j'en suis très fier. Il est tombé. Papa, il est tombé, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Mais tu sais, il a vu tomber, il était comme ça. Et d'un coup, il a fait bas. Papa, là en bas ou là, j'ai pas bien veillé sur le petit cousin. Il a coupé, hein. Je l'ai envoyé au milieu. Provenance, faut veiller sur le cousin quand même. J'en avais 4 sur moi, putain. En fait, il y avait une énorme fougue. Mais d'ailleurs, chez toute la bande, en fait, Jimmy, moi, je l'ai vu pendant tout le tournage. Face à une bande de jeunes hyper fougueux en fait, et il a dû les canaliser en fait tout le temps, parce qu'il y avait à la fois une immense envie de bien faire, d'être à la hauteur, de pas décevoir Jim, et donc ça n'a pas été facile de ce point de vue parce que c'est des jeunes comédiens qui sont aussi et en fait. Jim en a tiré parti au moment où il sentait que c'était bon, les a canalisés au moment où il sentait, et ça s'est fait comme ça. Donc le là a été donné tout de suite. C'est ce que tu nous dis là, cette petite anecdote, c'était vraiment à l'image du tournage dans un sens. Et il a fallu gérer un petit peu ça. Et c'est hyper touchant. Enfin moi en tout cas, ça m'a hyper touché de le voir. Ça, c'était une pulsion de vie très forte en fait, d'envie de tourner de films, de rôles, de personnages, voilà. Quand on va le retrouver. Coupé à l'époque. Merci. Une des premières choses qui était importante pour moi dès le départ, c'était de partir un peu à contre-courant de ce qui peut se faire, c'est-à-dire essayer au maximum de resserrer le cadre pour bien sûr éviter tout ce qui gêne à l'image, comme on n'a pas les moyens d'habiller le décor, donc on resserre le cadre. Nous on a dit tant pis, on n'a pas beaucoup d'argent, on aura quand même des choses pour habiller le cadre, mais on va le faire de manière intelligente, en fonction du cadre, mettre les éléments qu'il faut au bon endroit. Et donc du coup, au lieu de filmer en 4/3 ou alors en 16/9 ou en 1,85 en faisant des plans serrés, on a décidé de filmer en scope, avec des plans larges, et d'assumer les années 80 à fond, que ce soit en intérieur ou en extérieur. L'idée, c'était vraiment, encore une fois, de ne pas faire du fétichisme, mais de dire qu'on est vraiment dans les années 80 et qu'il ne fallait pas du tout que les costumes prennent le pas sur l'histoire. Une chose qui était très spécifique dans les costumes, c'était l'identité du film, c'est le costume des Rascals, trouver la veste. Cette veste, elle a une poésie, quoi. Elle est hors temps. En même temps, on peut la relier à une époque, elle peut faire années 50, mais elle est quand même malgré tout... elle a un côté graphique, elle est dessinée... Ce blouson, effectivement, il démarre d'une rencontre dans une rue. Il démarre de là. Et après, c'est tout un travail d'équipe. C'est-à-dire, tout le monde a amené une idée, une chose, on a essayé des pièces, on a essayé des détails, on a transformé des choses. Et puis après, c'est Jimmy qui choisit. C'est-à-dire que nous, on a fait de multiples propositions, et c'est Jimmy qui exprime son envie d'aller vers ce blouson-là. Une des références du film, c'était The Wanderers. Il y a cette veste en fait qui est un peu mythique et moi j'avais envie de retrouver cette petite veste en fait qui représente l'unité du groupe Rascal et tout. Le jaune ça représentait la jeunesse, la fougue et tout ça. C'est un jaune un peu plus moutarde, la jeunesse, la fougue, et le bleu c'est le côté révolté, bleu indigo, le côté révolté, rebelle des Rascals. Donc voilà, je voulais une veste qui représente ça quoi. Et donc du coup avec ce truc Rascal écrit un petit peu à l'ancienne et tout dans le dos. Il y a un vrai parti pris de réalisation, c'est-à-dire que tout de suite tu comprends en lisant que c'est pas tu prends ta caméra à l'épaule et puis tu filmes ce qui se passe. Il y avait une description en tout cas détaillée de certains raccords techniques en fait dans le script qui laissait présager effectivement une ambition formelle assez élevée. Et effectivement, dès que le travail de préparation avec Jimmy a commencé,
il m'a listé des plans qu'il avait envie, des plans, voilà, des mouvements, des plans séquences. En fait, faire un storyboard, c'est un travail sur la durée. Donc on va avoir plusieurs mois de travail, et c'est important que le réalisateur, en le voyant, il a une première idée visuelle aussi de son film. Donc ça, c'est pour la partie dessin. Un storyboard, c'est une étape de découpage d'un film. Donc le but, c'est pas de faire un objet qui soit qui se suffise à lui-même, c'est trouver des solutions avant d'être sur le plateau de tournage. C'est s'assurer que des idées que peut avoir Jimmy, par exemple, quand on les pose sur papier, elles fonctionnent. Et comment est-ce qu'on peut les ajuster pour qu'une fois sur le tournage, ça puisse se faire de la manière la plus fluide possible. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont quasiment plan pour plan ce qui était dans le storyboard, quoi. Et la séquence du disquaire, par exemple, quand on arrive sur le disquaire, tous les techniciens ont eu le storyboard. Cyril, qui fait les cascades, a eu le storyboard. Et c'est vrai que du coup, ça a été très simple d'expliquer à tout le monde ce qu'on allait faire, pas par pas, plan par plan, même aux comédiens. Et du coup, on a rentré une séquence qui était très compliquée en une journée. Là où normalement, en vrai, 2 jours, ça aurait pas été du luxe, quoi. La séquence du film où je tabasse Loki chez le disquaire, et à un moment je lui explosais la tête avec mon genou contre le comptoir, et donc évidemment il n'y avait pas la tête de Pierre vraiment, et donc ils avaient molletonné le comptoir pour qu'il y ait un amorti, et moi je regarde le truc, je me dis ok, il y a déjà une sorte de mousse et tout, je donne quelques coups vite fait, je me dis ça va, et Cyril il me dit tu veux pas une genouillère en plus? Je lui dis non, t'inquiète. Alors que Cyril Raffaelli, le mec, tu vois, il sait ce qu'il fait, quoi. Et on fait une prise, 2 prises, etc. Ça va. Mais le truc, c'est que sur cette séquence, je sais plus combien de prises on a fait spécifiquement de ce plan-là, mais j'ai dû le faire pas mal de fois. Et au bout d'un moment, j'avais plus de genoux. Le but, c'est que tout se passe dans la sécurité. Et ensuite, en tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est action, pareil, c'est toujours les mêmes règles. Le but, c'est de réussir. Moi, ce que j'aime, c'est faire un film avec des super cascades, des super actions, et qu'il n'y ait pas de bobos et que tout se passe bien. Là, c'est réussi. Presque face au pare-brise pour pouvoir essayer de me donner une impulsion. Pas trop, hein. Pas trop non plus, mais tu vois ce que je veux dire. On fait comme ça. J'essaye d'être un peu plus tôt. Le but, c'est d'essayer de passer. Parce que là, du coup, vu que j'ai sauté, le pare-brise, je suis resté coincé. Oui, bah, j'ai vu. Et puis en plus, c'est pour ça qu'il n'a pas accéléré, sinon tu rentrais dans la voiture. C'est ça. Je vais essayer un peu plus tôt pour. Ouais, plus tôt, et dès que du coup, percutes, moins choquer le pare-brise, voilà. Et plus rouler sur le pare-brise. Bah, quand tu percutes, essaie de mettre un coup de shot pour essayer de repasser par-dessus. Ok. On se barre Jimmy Fils de pute Oh putain. En fait, dans ma manière de filmer les scènes de baston, on a un point de vue, une entrée dans la baston. On suit la personne dans son parcours dans la baston. On fait 2-3 prises. Et après, je change de point de vue et je fais la même chose avec un autre personnage. Et ça permet en fait d'avoir un truc beaucoup plus organique, plus immédiat, plus brutal, comme si on était vraiment dans une baston, et retranscrire en fait ce qui se passe dans les bastons, hein, quand tu te bats, quand t'arrives dans une baston avec tes potes, que ça se chiffonne, il y a un côté chaotique, où à un moment donné on sait plus trop où on est. Là c'est vrai que tout de suite on en a parlé avec Jimmy, sa demande du départ c'est Cyril, est-ce qu'on peut essayer de faire le plus possible avec les acteurs? Donc moi c'est ce que j'aime aussi, parce que tu vois bien dès qu'on met une doublure, on n'est plus très libre sur la réalisation parce qu'il faut pas qu'on voit les... Donc c'est vrai que quand on prend l'initiative de ne pas avoir de doublure pour les acteurs, on s'ouvre la possibilité de faire les plans qu'on veut. On avait quand même des groupes de 7-8 gars contre 7-8 gars, et dans le lot on n'avait que 2 à 3 cascadeurs. Tout le reste c'était ou de la figure ou les acteurs ou machin. Donc c'est ça vraiment que j'ai voulu travailler déjà pour que tout le monde se sente à l'aise. Parce qu'il y en a, moi je suis pas cascadeur ou j'ai jamais fait de combat. Mais après tu vois tout de suite dès que tu commences les répétitions. En fait c'est de leur donner confiance. Si avant il y a eu une question. Et toi sur moi, s'il fait vraiment le mouvement correctement, normalement tu peux compter.
Tu vois, qu'est-ce que tu fais? T'as pas d'autre choix que d'essayer de... Essaye, vas-y, là, tu fais rien. Eh oui, bah vas-y, il faut envoyer, ouais. Tu vois, faut qu'on sente que vraiment, sinon il reste collé à toi, quoi. Okay. À partir du moment où ils voient que ça fonctionne, que tu filmes, que tu leur montres, si eux-mêmes, ah ouais tiens c'est pas, bah tout de suite tu montes le level et puis tout le monde a envie. Ah, il y avait des patates qui étaient pas mal hein. Ouais, des belles bracelets. Ah ouais, il y en a qui sont bien passés. Les gens qui venaient au concert au début, c'était parce que c'est un peu comme tu sais les balles du samedi soir. En fait, tu veux rencontrer l'élu de ton cœur. Enfin, et puis, disons la vérité, il y en a qui venaient. Les premiers concerts de LSD, c'était juste des lieux d'embrouille. C'était des gens qui venaient pour se dépouiller les uns et les autres. C'est tout. Si tu lis le manifeste du Parti communiste, il parle de la racaille en haillons. Et je crois que nous, on a eu droit à une certaine époque, c'était pas la racaille en haillons, c'était la racaille en blouson et la racaille en bombers. Scène de concert, c'est la première scène de concert qu'on fait, donc c'est la première scène qu'on fait avec plein de figurations. Je crois qu'il y avait une soixantaine de figurants, une quinzaine de rôles parlants. Et il y a tellement de gens que si jamais on fait 30 prises, en fait l'énergie je vais la perdre très rapidement, donc il faut que ça soit efficace tout de suite. À l'image, il faut qu'on sente le dawa, quoi. Il faut que ça soit encore une fois primal, un petit peu sauvage, sale, quoi. Les bonnettes arrivent dans le concert, on doit pogoter, danser et un peu s'embrouiller vite fait avec des gars, mais tellement on est nombreux, les mecs sont pas censés vraiment nous affronter frontalement, et c'est des petites disputes, mais voilà, ils osent pas nous défoncer. Et Jimmy, juste avant la prise, il est allé voir un ou deux de mes gars, un ou deux gars dans la fosse, et il a dit vous créez une baston, un truc un peu général, mais sans prévenir les autres. La scène part, ça commence à partir en embrouille et tout, et en fait tout le monde est sidéré parce que tout le monde se demande merde, est-ce qu'il y a vraiment une embrouille? Même Romain, il est tenté d'arrêter, mais il se dit c'est tellement puissant ce qui se passe, faut pas que j'arrête. Et moi je suis derrière mon combo comme ça, c'est yes. Et du coup nous on est là, on danse. Et on voit, moi je vois, il y en a un, il prend l'autre comme ça là. Non mais ça a commencé à partir et moi j'y ai cru de ouf. Et je sais, moi, je suis sûr, on voit dans les rushs, j'ai 2 secondes où je suis comme ça, je vois le truc et je me dis, genre non, baston ou pas, non, tu vois. vous allez pas vous embrouiller, vous allez pas vous battre. J'étais un premier jour les gars, il est 8 du mat, on s'embrouille pas, on est là pour faire un film. Même Victor à ce moment-là il se demande, tu le vois physiquement se dire, ok, il y a embrouille ou il y a pas embrouille? Bah on m'a pas dit couper, bah je continue. Que ce soit une vraie baston ou pas, en plus il y avait 2 caméras qui se baladaient dans la foule, donc on peut faire ce qu'on veut, nos mouvements, on est libre de ouf. Je me dis bah vraie baston ou pas, on rentre dans le truc et on voit quoi. Romain il fait mais il s'est passé quoi? Il y avait vraiment une embrouille? Je fais non je vous l'ai pas dit, mais parce qu'en fait je voulais un truc un peu plus réel. Ils m'ont dit mais fais gaffe, préviens-nous, parce que moi j'ai failli couper et tout. Ouais mais t'as pas coupé. Donc voilà. Toutes les scènes familiales qui se passent dans la famille de Rudy sont exclusivement en créole. Parce qu'après, c'est ce qui se passait dans les sphères familiales. Hein. Je pense qu'on n'invente pas la poudre. Hein. Dans toutes les familles où il y a double culture, à la maison, souvent on parle la langue de la culture d'origine. Et les enfants, souvent ils répondent en français à leurs parents, des fois ils répondent peut-être dans la même langue, ça dépend des cultures. Qui donc pas dit? C'est pas pour moi. Pour qui ça? Parce que je veux pas faire ça. Eh, Thibault, l'armée c'est pour tout le monde. Toutes ces gens qui font l'armée. Et puis qu'on soit occupé par toutes ces permis. Ouais. Je suis quand nous aller. Ouais, moi, venir. Le rapport que j'avais avec le créole, c'est. Il y a quelque chose d'assez intime parce que mon père le parle couramment plus que le français. Il parle mieux créole que français. Et les grands-parents, quand je les ai au téléphone, c'est que du créole. Mais en même temps, ma mère s'exprime énormément en français. Ma soeur, presque tout le temps. On comprend tout en créole, mais on ne le parle pas tant que ça. Et finalement, le jouer, bah c'est beau, mais il y a quelque chose d'assez vertigineux. C'est hyper important parce que d'un coup ça donne une couleur au film et ça crée aussi des atmosphères qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a vraiment l'impression de rentrer quand on rentre dans la famille de Rudy, que ce soit par rapport au décor, au costume, à la manière de parler, et des accessoires, parce qu'on rentre dans une fête, à un moment donné il y a du petit punch, il y a des choses, il y a la musique. Bon, on a un petit bout de culture créole. Voilà, c'est pas plaqué quoi, c'est-à-dire c'est là en fond, mais tu rentres en fait vraiment dans une famille créole de l'époque. Et ça c'est
voilà, ça c'est mon identité et je tenais à ça, quoi. Mon cher Rascal était mort, était mort, était mort. Hein. Touche à Boboche était mort, était mort, était mort. Touche à Mandal était mort, était mort, était mort. Toutes ces aventures-là, tu te rends compte que eh ben, il y avait des blagues des autres quartiers, des rebeux des autres quartiers qui venaient aussi pour défendre leur liberté, parce que c'était une histoire de liberté. On est dans une réalité, et c'était des gens qui voulaient pas nous voir. Donc, quelque part, ils voulaient nous priver de cette liberté de pouvoir être libre, d'aller où on veut et de faire ce qu'on veut. Et c'était quelque part un combat pour la liberté. C'est vrai que quand je revois les images, ou même quand je me refais le film de certaines journées de tournage, c'est un miracle parce qu'on a rentré des choses en très peu de temps quand même. Puis après Rascal, j'espère que ça représente aussi un bon film, quoi. J'espère que ce sera un film référence, film de bande référence qui fera, comme pour nous à notre époque, référence comme Warriors ou Outsiders. Si dans 15 ans il y a un gamin qui dit « Ah Rascal, c'était mon film, ça m'a donné envie de faire du cinéma », je serais hyper fier. Ce qu'il nous veut. Tu ne bouges quoi, toi hein? Hey, avec on n'a rien vu, on n'a pas vu la fin. Ah ouais. Comment tu vas? Ah, donc tu veux qu'il me pète la gueule? Tu sais que c'est moi qui le mets dans le coma. D'accord. Le bâtard. Perfection, c'est dégueulasse. Eh, vas-y, bouge de là avec ta caméra. Aïe. Oh yo. Ok, vous allez voir. Demain, j'aurai des messages, t'inquiète. On reste debout, on reste fort. Once upon a time there were two guys just down there, two guys who were friends. They were brothers to the end, through the tears and